Bon, alors regarde. Aujourd'hui, on va regarder notre ami le panda. Le panda, si tu veux le faire tourner, regarde bien. Le nombril du panda ne bouge pas, mais quand le panda a la tête au-dessus ou la tête en dessous, c'est différent. Et regarde bien la manière dont je fais tourner le panda. Je mets une main sur sa tête, je mets une main sur son postérieur et j'applique un mouvement de rotation en bougeant la tête dans un sens et le postérieur dans l'autre sens. Eh oui, c'est ça la différence entre un point et une patate. La différence entre un point et un panda, c'est que le panda, il peut tourner. Il peut faire des pirouettes partout comme ça. Pilou, 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 pilou. Et ça, c'est beaucoup plus rigolo qu'un bête de poing. Ah, on va voir comment ça marche. Ah ouais, 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 on va voir comment ça marche. Alors regarde bien. Qu'est-ce qu'est la différence entre un panda et un point? Allez, zou, on y va. Alors, ce qu'on avait vu, c'était la mécanique du point. Tu te souviens? On avait vu le mouvement d'un obus, et le mouvement d'un obus, on avait considéré que l'obus, c'était un gros point. Et pour résoudre le mouvement de l'obus, on avait deux principes fondamentaux, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique. Tu vois, la dérivée temporelle de l'énergie cinétique était égale à la puissance des forces. La dérivée temporelle de la quantité de mouvement était égale à la somme des forces. Mais si tu prends un corps, une plongeuse qui fait des pirouettes, un corps, ce n'est pas bêtement un point. Là, on voudrait pouvoir modéliser le fait que la plongeuse va faire des pirouettes. On voudrait voir les pirouettes de notre ami le panda. On veut voir des pirouettes. Ah, comment va-t-on voir ça? Bon, d'abord, allez, un petit retour sur ce qu'on avait fait avec la mécanique du point. Tu te souviens, par exemple, que quand on voulait analyser, par exemple, une boîte qui se trouvait sur le sol, comme ça, voilà, ça c'était la boîte, on avait évidemment la gravité. Et tu te souviens qu'en général, la gravité, on l'applique au centre de masse de la boîte. On a évidemment la réaction normale du sol qui s'applique ici. Et on a évidemment le frottement qui s'applique ici. Et ce qu'on faisait, c'est on disait oui, mais tout compte fait, tout ça peut être vu, la boîte peut être vue comme une sorte de gros point sur lequel les trois forces s'appliquent. Et si la somme des forces vaut 0, comme ceci, l'objet ne va pas bouger. Mais ce n'est pas tout à fait vrai dans tous les cas, hein, parce que regarde, on va prendre un exemple où ceci n'est pas tout à fait correct. Si je considère un objet que je dépose comme ça sur une sorte d'équilibre instable, comme ceci, évidemment, la gravité, elle va s'appliquer ici, mais la réaction du sol, elle va s'appliquer ici. Et même si les deux forces s'annulent, ce qu'on observe, c'est que le bloc, il va basculer comme ça, et il va tomber. Donc, le fait que les forces ne s'appliquent pas au même point va devoir être tenu en compte. Alors, ce qu'on avait, c'était la mécanique du point. La mécanique du point, on l'écrit comme ça. Mécanique du point, les équations qu'on avait. Voilà les équations de la mécanique du point. Pilou, pilou, pilou. Voilà les équations de la mécanique du point. C'était que la dérivée pilou, la dérivée par rapport à t de m fois la vitesse du centre de gravité est égale à la somme des forces et que la dérivée de l'énergie cinétique, c'est-à-dire mv carré sur 2, est égale à la puissance des forces. Voilà. Mais maintenant,
ce qu'on va faire, c'est quelque chose de plus compliqué. On va avoir un objet qui tourne. Par exemple, on fait le lancer du marteau. Et donc, si on fait le lancer du marteau, ici, le marteau, il se présente comme ça. Là, le marteau, il se présente comme ça. Et ici, le marteau, il se présente comme ça. C'est-à-dire que le marteau, il tourne. Comme ceci. Évidemment, si on regarde uniquement le centre de masse, il fait une trajectoire qui ressemble vachement à une parabole. Mais on voudrait tenir compte que le marteau tourne. Et ça, c'est la mécanique des solides. Pour prédire cela, on va maintenant écrire un autre set d'équations qu'on va déjà montrer a priori. On va passer un peu plus de temps après pour expliquer comment on les a obtenues. On a maintenant toujours le fait que la dérivée en black, là, d sur dt de mv est égal à la somme des forces. Mais attention maintenant, le v ici, c'est la vitesse du centre de masse. C'est la vitesse de ce point-là, qui ne tient pas compte du fait que l'objet tourne autour du centre de masse. Alors maintenant, si on considère l'énergie, eh bien, le fait de faire tourner le marteau, eh bien, ça prend une certaine énergie. Et cette énergie, on va l'écrire sous cette forme-là, l'énergie de rotation, I oméga carré sur 2. Et on a un terme additionnel. Et ça, c'est égal à la somme des forces. Non, la puissance des forces. Et ici, on va mettre un petit i. Là aussi. Et là, les vitesses ne sont pas toutes les mêmes. C'est la vitesse au point d'application de la force. On peut par exemple tourner alors que le centre de masse ne tourne pas. Et puis pour savoir ce qui fait tourner un objet, on l'avait vu, ce qui fait tourner un objet, c'est les moments. Et si c'est les moments, on va le voir encore tout de suite, on va l'écrire que ceci c'est I oméga. Et I, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie. C'est un peu le petit frère de la masse. C'est ce qui marque la résistance à la rotation. Ça, c'est égal à la somme des moments des forces. Ceci, c'est des équations que j'ai écrites en 2D. Et donc ça, c'est le moment des forces. Évidemment, on va revenir sur ce modèle. On va voir comment on a trouvé ces équations. Ceci, c'est juste un bref aperçu de ce qu'on va faire. Alors, on va leur mettre un joli petit cadre parce que ça va être joli comme ça. Donc, celle-ci, on va leur mettre un petit cadre comme ça. Non, c'est pas joli, on va le mettre un peu plus gros. Regarde, là, on va le mettre comme ceci. Voilà, comme ça. Et comme ceci. Voilà. Et donc, tu vois qu'on va maintenant remplacer notre modèle qu'on a utilisé jusqu'à présent pour la mécanique du point par un modèle un peu plus compliqué, celui qui décrit la mécanique des solides. Oui, alors, je vous ai parlé du centre de masse, alors tu me dis, oui, mais c'est quoi ça? Allez, voilà, donc la mécanique des corps, donc les termes en rouge, c'est les nouveaux termes, et voyez que maintenant, on va conserver, on a une troisième équation, qui est la conservation du moment de la quantité de mouvement, ou de ce qu'on appelle aussi le moment cinétique, le fait que l'objet tourne sur lui-même, les pirouettes. Et donc tous les termes en rouge, c'est les nouveaux termes qui sont apparus par le fait que les corps peuvent tourner. Et il faut intervenir oméga, la vitesse angulaire de rotation, et le moment des forces. Alors, comment est-ce qu'on définit un corps? Eh bien, un corps, c'est un ensemble de points. Donc tu vois, tu prends des petits points distincts et on va les réunir en une sorte de grosse masse virtuelle équivalente.
On avait une boîte et on l'avait remplacée par un gros point. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ben, fondamentalement, si tu as une grosse boîte, c'est comme si tu avais plein de petits points que tu avais remplacés par un gros point. Oui, mais comment on définit la position du gros point et comment on définit la masse du gros point? Ben, la masse du gros point, c'est simple, c'est la somme de toutes les masses des petits points. Ah, ils peuvent être tout petits les petits points, très très petits les petits points. Il peut y avoir des millions de petits points. Mais on additionne toutes les masses. C'est donc ça un corps. Alors, on va faire un petit exemple simple pour voir comment tout cela fonctionne un corps simple. On va considérer un cas très très simple où on a deux particules. Regarde, on a deux particules. Voilà, voilà. On a un système on va le mettre en noir parce que c'est pas joli en rouge. Là, en noir. Yobidou, comme ça. Voilà. Alors, on va faire, ici, on va se mettre à 2 altitudes, et là, on va se mettre en 1. Ici, on va mettre une particule qui est indiquée ici. On va lui dire qu'elle a une masse m star. Et ici, on met une particule 2 fois plus grosse, et on va dire qu'elle a une masse 2m star. Ok? Alors, la position de la première particule, c'est assez facile. La position de la première particule, youbidou, c'est x1 est égal à 1, 0. La position de la deuxième particule, c'est x2 et elle est décrite comme étant le vecteur 0, 2. Ok? Alors, quelle est la masse de la particule qui réunit le corps composé de ces deux particules? Ben, sa masse est donnée par ces formules-là. C'est extrêmement simple. C'est la masse est égale à la somme de toutes les petites masses, mi. Et donc, ça veut dire que ce truc-là, c'est m1 plus m2. Et donc, on va obtenir que la masse globale, c'est simplement 2m star plus m star. Et donc, c'est 3m star. Et donc, on obtient que petit m est égal à 3m star. Bon, ça, c'est assez évident à obtenir. Et donc, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc ici, on a cette petite équation-là qui est la définition du corps, de la masse du corps. Allez, on va le faire plus joli. Voilà. Ok. Bon, maintenant, il faut savoir où on va mettre cette grosse masse équivalente aux deux petites masses. Et ça, c'est la position de la masse équivalente. C'est ce qu'on appelle le centre de masse. Et la définition du centre de masse est la suivante. C'est de dire que m fois x est égal à la somme des mi xi. Ok? Ça, c'est la définition formelle de ce qu'on appelle le centre de masse. Voilà. Le centre de masse, il est défini comme ça. Pilou, pilou. Voilà. Ça, c'est le centre de masse. Alors, dans notre cas particulier, ça donne quoi? Dans notre cas particulier, ça donne le truc suivant. Regarde, bilou, bilou. Ça donne ceci. Voilà. Voilà. Ça va nous donner que x est égal à m1 sur m, le vecteur x1, plus m2 sur m, le vecteur x2. m1 sur m, ça fait 1 tiers. m2 sur m, ça fait 2 tiers. Donc, on obtient que x est égal à 1 tiers fois le vecteur 1, 0, plus 2 tiers fois le vecteur 0, 2, ce qui va me donner le vecteur 1 tiers, 4 tiers. Et ce point, cette position, elle se trouve en fait sur la droite qui relie les deux points et il se trouve approximativement ici. C'est l'endroit où je vais mettre la grosse masse 3m star équivalente, plutôt proche du plus gros que du plus léger. Et donc vous voyez que de la position du centre de masse, c'est une
moyenne pondérée par les masses relatives des positions des petites particules qui composent le corps. Et c'est pour ça que quand j'ai une boîte, un carré, avec toutes des petites particules qui ont la même masse, une même densité massique partout, eh ben, le centre de masse devient le centre géométrique de mon carré. Alors, maintenant, un vrai corps. Ben, on va voir, par exemple, un vrai corps. Là, on a un athlète qu'on a décomposé en 3 parties, le tronc plus la tête, les jambes et les bras. Et donc, la masse de l'athlète, c'est la somme de la masse du tronc, plus la somme de la masse des jambes, plus la somme de la masse des bras. Alors, regarde, pour un adulte standard, le tronc plus la tête, c'est environ 58% de la masse corporelle. Les jambes, 32%. Les bras, 10%. Note tout de suite que tu as 0,58 plus 0,32 plus 0,1, c'est égal à 1. Eh oui. Et tu notes que on a évidemment que la position du centre de gravité dépend de la position des jambes, des bras et du torse. Et donc c'est fondamentalement ici 0,58 la position du tronc plus 0,32 la position des jambes plus 0,1 la position des bras. Et donc on voit tout de suite que si on bouge nos jambes et nos bras, on va changer la position du centre de masse. Et donc le centre de masse est la position moyenne pondérée des particules. Le centre de masse de l'athlète est la position moyenne pondérée de ses jambes, de ses bras et de son tronc. Et pour la vitesse du centre de masse, eh bien, la vitesse du centre de masse est aussi obtenue comme la masse pondérée, la moyenne pondérée des vitesses des particules. C'est comme ça qu'on définit la vitesse du centre de masse. mv est égal à la somme des mi, vi. Et voilà, on a maintenant le concept de centre de masse, le concept de vitesse du centre de masse, le concept de masse du point équivalent d'un corps. Mais ce corps, il va pouvoir tourner autour de son centre de masse. Mais ça, c'est ce qu'on va raconter au prochain épisode. Stay tuned.